Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Meridec Guignard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, Entrepreneuriat et Valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle sur mon site meridecguignard.com. Dans ce second épisode, j'échange avec Sébastien Bonnet, fondateur de Monordo et penseur de la pharmacie 4.0. De ses études de pharmacie en Transylvanie, en passant par le recrutement de son cofondateur en scrapant LinkedIn, Sébastien nous présente son parcours et ce qu'il a mené sur les pentes du mont entrepreneuriat. Nous aborderons aussi l'importance de la sensibilisation pour inciter les étudiants santé à entreprendre. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Sébastien et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, on va essayer de te connaître un petit peu plus. Et première question facile pour débuter, dans quelle ville tu travailles actuellement et quel parcours as-tu suivi pour en arriver là ? Du coup, merci déjà à toi de m'avoir proposé ce petit exercice. Donc moi, d'où je viens, je suis toulousain à l'origine. J'ai fait une partie de mes études à Toulouse, une autre partie de mes études à l'étranger et la dernière partie de mes études à Paris. Donc j'ai un parcours un peu atypique et en ce moment, je travaille depuis Toulouse. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à partir à l'étranger ? C'est en Roumanie, il me semble ? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord commencé par faire un cursus assez universitaire, enfin très très universitaire. Donc j'avais fait une licence de physique-chimie générale. Et en fait, je suis arrivé en licence et c'était un peu trop théorique. Et puis ça me manquait en fait quelque chose de plus terre à terre quoi. J'aimais bien la biologie à l'époque. Enfin, j'ai toujours bien aimé la biologie. Et j'avais en fait des connaissances qui partaient à l'étranger, donc en Roumanie. J'avais rencontré quelqu'un qui avait son père qui était pharmacien et du coup bon voilà, ça me paraissait un job plutôt sympa et tranquille. Donc du coup je me suis dit allez, faisons d'une pierre deux coups. Et puis voilà, je me suis dit allez tiens, je vais partir faire pharma en Roumanie. Et puis vu que j'avais un bon dossier, puisqu'il y a beaucoup de chimie en pharma, voilà, j'étais pris assez facilement. Et puis j'ai sauté dans la voiture et puis j'ai traversé l'Europe et direction Cluj-Napoca en Transylvanie quoi. Et donc à la fin de ton cursus pharmacie en Roumanie, t'es revenu en France et t'as travaillé un petit peu en officine ? Alors non, à la suite de mon cursus en Roumanie, je me suis dit tiens c'est quand même dommage de m'arrêter là. J'ai toujours voulu en fait faire une école de commerce, donc j'avais pas mal hésité, mais mes parents étaient assez portés sur tout ce qui était cursus scientifique. Donc du coup, ils m'avaient plutôt envoyé vers la fac, plutôt vers une école de commerce. Et à la fin de mon cursus, en fait, je me suis dit tiens quand même, j'aimerais bien compléter mon cursus avec une école de commerce. Et du coup, j'ai postulé à l'ESSEC. Et donc j'ai fait un MBA en stratégie de management des industries de santé et je travaillais pour un laboratoire qui s'appelait GSK et on mettait sur le marché en fait une biothérapie dans l'asthme. Donc je me suis retrouvé là-bas dans un contexte assez différent de ce qu'était la Roumanie quoi finalement. Et donc là, comment s'est fait la transition entre GSK et entre Monordo ? Elle s'est fait en plusieurs temps. D'abord, j'ai quitté Paris puisque je me retrouvais pas forcément dans les grands groupes. Je me disais tiens c'est quand même un environnement un peu spécial. C'est finalement très politique. Ça marche vraiment à la relation. C'est très particulier. C'est pas réellement au mérite. Et puis, il laisse pas la porte ouverte vraiment aux jeunes. Donc, je me suis dit bon, ça finalement, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, je suis parti de Paris, je suis descendu en région, je suis revenu à Toulouse chez mes parents. Et là, j'ai bossé dans une pharmacie, on va dire en pharmacien de comptoir, quoi. Donc j'étais au comptoir de l'officine et voilà, je délivrais des médicaments. J'étais un peu frustré, j'ai quand même fait beaucoup d'études pour ça. Et finalement, je me suis retrouvé là au comptoir et j'avais l'impression que j'allais passer ma vie en fait à regarder passer les gens et à leur donner des bons espoirs. Et je me suis dit, c'est peut-être pas forcément envie de ça que j'ai envie. Et je me suis posé pas mal de questions, en fait, sur ce qu'allait devenir le métier, finalement. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, la majeure partie de mon temps, en fait, je le passe à prendre du papier, retaper le papier, finalement, et derrière facturer. Et je me suis dit, à un moment où, finalement, on est en train de numériser de manière assez générale la société, je me suis dit finalement, qu'est-ce que va devenir ce document ? Il va être sûrement dématérialisé. Quand il va être dématérialisé,
Du coup, il va se retrouver sous forme de données, comment ces données vont être échangées entre le médecin, le patient, le pharmacien, qu'est-ce que finalement intrinsèquement ça va donner comme service, comment ça va transformer le métier, comment les gens vont l'appréhender, comment les pharmaciens vont travailler avec, etc. etc. Ouais, donc tu as vraiment fait ce travail d'anticipation du métier, quoi. Ben, je me suis vraiment posé des questions parce que je me suis dit, attends, mais ça fait 40 ans, l'officine, ça n'a pas bougé. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, quoi, qui va bouger, qui va faire que, voilà, il y a le métier qui va prendre du recul, qui va se dire, OK, c'est quoi les enjeux de demain? Aujourd'hui, on est en train de passer d'une société de biens à une société de services. Ça, aujourd'hui, c'est pas appréhendé, en fait, en pharmacie. Je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, attends, mais demain, qu'est-ce que le pharmacien va devenir dans cette société-là, quoi. Je voyais un peu la prescription comme une perte, en fait, de valeur, parce que je me suis dit, bon, le médecin, il tape son truc, tac, 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 c'est numérique, c'est génial. Il appuie sur un bouton, c'est papier. Ben là, du coup, tu passes du numérique au papier, plus rien. Et ensuite, là, ça se balade dans la nature comme ça. Puis ça revient au pharmacien, et puis là, paf, il remet dans la machine. Et je me suis dit, à un moment donné, ça, je veux dire, ça se passera plus comme ça, quoi. Et c'est sur ce sujet, en fait, qu'on a créé mon ordo en disant, ben, OK, ben, nous, on va s'attaquer à ça d'abord. Et on va voir un petit peu, en travaillant sur le sujet, comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, aller voir les pharmaciens, les médecins, et voilà, comment on peut travailler autour de ça, quoi. Et tu t'es lancé tout seul directement ou tu t'es directement associé? Je commençais à un peu évoluer dans le milieu un peu de la tech, des startups, etc. Et très vite, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ouais, mais là, tout seul, tu peux pas faire ça parce que tout seul, t'as pas les compétences. Donc, ils m'ont dit, il faut que tu recrutes au moins un ingénieur, quoi, parce que sinon, tu pourras rien faire, tu peux pas coder, tu sais pas coder. Et j'ai fait un petit peu mon marché à droite à gauche, sur LinkedIn, etc. Et j'ai trouvé des gens et je me suis dit, allez, vas-y, les gars, voilà le projet. Est-ce que vous êtes chaud? Et puis là, on a commencé à monter le truc. Ok, ouais, donc tu as fait ta recherche sur LinkedIn. C'est vrai que c'est assez atypique pour trouver un premier associé. Généralement, ça se fait un petit peu dans le cercle amical, etc. Donc toi, tu es allé sur LinkedIn carrément. Ben, en fait, moi déjà, j'ai pas fait mes études en France dans un premier temps, donc déjà les contacts. Et puis en plus, j'ai vécu quasiment 7 ans à l'étranger, même enfin hors de Toulouse, quoi. Donc j'avais pas mon réseau toulousain. Et j'évoluais pas du tout dans ce milieu de start-up et de tech. Donc je connaissais pas de réseau déjà sur Toulouse et puis du coup pas de connaissances tech. Donc la boîte que j'ai rencontrée, ils m'ont dit ben écoute, tu vas commencer par faire du scrapping pour trouver ton associé. Euh, donc du coup, j'ai installé un robot sur mon LinkedIn et j'ai mis un message. Dans le message, j'avais marqué, voilà, je suis pharmacien, je suis en train de monter une boîte, je cherche des gens motivés pour joindre l'aventure. Voilà, si vous êtes intéressé, ben voilà, répondez-moi, quoi. Et là, j'ai balancé à l'époque une centaine de messages par jour. Et puis bon, du coup, au fur et à mesure, ça faisait du tri. Donc il y en avait qui me répondaient pas. Il y en avait qui me répondaient, et puis moi je leur répondais, ils me répondaient plus. Et puis il y en a où je leur répondais, ils me répondaient, on discutait un peu, et puis on s'appelait. À l'issue de l'appel, il y en a qu'après, bon, ben voilà, j'avais pas le feeling, donc ça s'arrêtait là. Et puis il y en a que j'appelais, qu'on discutait, puis qu'on allait boire une bière, et puis que ça marchait bien, et puis d'autres qui s'arrêtaient à la bière, quoi. Et puis il y en a un, voilà, où j'ai continué, et puis après on a commencé à se poser des questions, à se voir, à faire des petits exercices ensemble, et tout. Et puis je lui dis, écoute, vas-y, c'était chaud, on y va, quoi. Et donc tu bosses toujours avec cette personne-là? Ouais, je bosse toujours avec lui. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. On est assez complémentaires dans notre approche sur le travail. On est très square tous les deux. Voilà, on est bien complémentaires. On aime bosser ensemble. On est très proches dans le travail, quoi. Est-ce que vous avez recruté de nouvelles personnes, de nouveaux profils, depuis que vous êtes lancé dans l'aventure Mon Ordo? Ouais, on a recruté 4 autres personnes. Donc, on a d'autres ingénieurs, on a des commerciaux, on a des responsables marketing et on a des. Ok, et donc comment s'articule un petit peu la répartition des tâches aujourd'hui chez Mon Ordo? En gros, on a 2 verticales entre guillemets. On a une verticale qui est plus tech produit, où on va avoir Léo qui est notre CTO, qui va s'occuper de gérer l'équipe tech, développer le produit, faire les tests, etc., qui est vraiment sur le produit. Ensuite, on va avoir tout ce qui est marketing, donc qui va concerner la communication sur le service, sur la marque, sur l'image, les réseaux sociaux, la presse, etc., où on va avoir vraiment une partie qui va s'occuper de nous faire connaître, globalement. Et après, par-dessus, on a aussi plutôt une vision
de direction, mais plus globale, quoi. Ça veut dire la stratégie, mais qui se discute plutôt entre associés. Et Donc du coup, justement, tu me fais faire la transition tout simplement. Comment ça fonctionne mon ordo? en fait, on est d'abord parti du patient, nous, concrètement. Donc nous, au début, notre ambition, c'était de changer en fait le modèle de la pharma en disant, bon, finalement, la pharma aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'elle n'a pas bougé. Qu'on aille dans une pharmacie au coin de la rue, en face, à droite, à gauche, je veux dire, il y a le même niveau de service partout, globalement. On va dire, bon, on va au comptoir, on donne des boîtes, on donne une ordonnance, il nous donne des boîtes, il nous donne trois conseils, il nous fait acheter de la levure et puis on s'en va. Mais globalement, il n'y a pas de service il n'y a pas de service en fait à valeur ajoutée qui va différencier l'une ou l'autre. Nous, on s'est dit demain, ce système-là, en fait, il tiendra pas. En fait, les patients seront attachés à un service. Comment on va pouvoir améliorer leur vie en fait concrètement au quotidien. Ça veut dire leurs problèmes de médicaments, leurs problèmes de prise en charge, les commandes, les ruptures, les piluliers, tous ces trucs-là. Et nous, on est parti du patient en se disant, ok, ben nous, on va développer un outil qui va permettre en fait de gérer tout ça pour le patient, de le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus personnalisé, numérique, avec des solutions qui sont dopées un petit peu à la data. On s'est dit, ben, le seul moyen de faire ça, on s'est dit, ben, nous, on va faire ce changement-là dans nos propres pharmacies. Et justement, dans le développement, vous intégrez les patients et les pharmaciens? Alors, on a une interaction avec les patients, on a une interaction avec les infirmières, les médecins, les établissements et aussi avec des pharmaciens. Alors, peu de pharmaciens, en tout cas, peu de pharmaciens qui ont leurs officines. En général, on interagit plutôt avec des jeunes, avec... Et donc justement, les patients, les infirmières, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme retour pour optimiser votre solution? Ben, en fait, on fait ce qu'on appelle des boucles des boucles de produits, quoi. Donc, on va développer un nouveau produit. On va ben, commencer par le tester. Donc, on fait un cahier des charges, on le teste, etc. Une fois qu'on l'a testé, qu'il est débugué, parce que bon, il faut quand même le débugger avant, ben, ensuite on le donne à des patients, on le donne à des infirmières, on le donne à des pharmaciens, on leur dit, ben voilà, le produit, ben, il fonctionne comme ça. On fait des ateliers en one-to-one et on leur dit, voilà, voilà le produit, ben maintenant, voilà, testez-le, interagissez avec, et on leur met dans les mains, et puis on regarde un peu comment ils s'en servent, quels retours ils nous font dessus, et ensuite après, ben, on corrige, et on pousse la version, et ensuite on recommence, on redéveloppe des choses, on leur remet dans les mains, on corrige, on pousse, etc., etc., quoi. Donc en fait, on est en constante finalement interaction avec eux, puisque le produit, on le co-construit avec eux pour leur cas d'usage. Ils vont nous dire attention, ça, j'en ai pas besoin, ça m'embête un peu, ça, voilà, ça me prend trop de temps, il faudrait que ce soit plus automatisé, etc., etc. Et quels vont être vos prochains steps, hein? Alors là, nous, le prochain step, ça va être l'ouverture du premier pilote qui du coup est à Toulouse, qui est en train d'être finalisé. Donc la première pharmacie Monordo va voir le jour, ça va être un très grand moment pour nous. De faire un tour de table aussi. Donc effectivement, il faut financer tout ça, puisque voilà, c'est toujours une startup consomme toujours beaucoup de cash, hein. Il faut arriver à financer ben, du coup ben, le développement et la croissance. Donc on est sur une levée de fonds. Et puis après beaucoup de recrutement aussi, on cherche aujourd'hui à recruter un petit peu sur tous les points. Donc ça veut dire à la fois pour le siège, donc ça veut dire bah, trouver des ingénieurs, trouver des product owners, trouver des marketeurs, trouver des commerciaux. Et aussi du côté, on va dire, franchisé, entre guillemets, ou le réseau, où là on va chercher plutôt des pharmaciens, des jeunes pharmaciens, des préparateurs, des gens en fait qui ont envie finalement de rejoindre une mission globale et en dire ok voilà nous notre mission c'est de changer un petit peu ce modèle-là et du coup sur tous les angles, que ce soit ben, sur la startup, que sur le réseau. Voilà. Donc on a des phases de recrutement qui arrivent quoi. Tu vas aller, quoi. Et avec tes équipes, qu'est-ce que tu utilises au quotidien justement pour leur transmettre ta vision le plus clairement possible? En fait, on essaie beaucoup d'être très visuel en fait, très visuel, de faire beaucoup de schémas, d'essayer dès qu'on a quelque chose de graphique, on essaie d'avoir un rendu propre. Donc ça, c'est un grand challenge déjà.
Et puis après, on a un challenge aussi on va dire, de multiplicité parce qu'en fait, au début, tu le vois pas trop parce que tu as pas une charge de travail très, très importante. Mais au fur et à mesure que tu avances dans le projet, en fait, ta charge de travail, elle augmente. Et en fait, des fois, c'est assez compliqué d'être efficace et d'arriver à passer d'un sujet à l'autre. Il faut arriver à avoir une organisation du travail qui est super militaire, quoi, où tu sais vraiment les temps où tu passes en fait à travailler sur un sujet précis, les temps où tu peux Donc justement, c'est ton rôle à toi, c'est toi qui t'occupes de timeboxer un petit peu tout ça pour tes équipes. moi, en fait, je timebox surtout pour moi. Et ensuite, après, les équipes, je les timebox pas tellement comme ça parce que je pense que chacun est responsable. Mais on va dire que je leur donne les outils. J'essaie de leur donner les outils. Et ensuite, après, on a des roadmaps un peu plus globales, en fait, où chacun, après, derrière, se gère en fonction de la charge de travail qu'il a, quoi. Et justement, pour toi, qu'est-ce que ça signifie être entrepreneur? Moi, j'ai jamais été trop à l'aise avec l'autorité, déjà. Donc du coup, c'est plutôt ouais, pas mal de liberté. Et c'est surtout qu'en fait, ouais, je me suis dit, en fait, j'ai toujours voulu avoir un impact sur la société. Je me suis dit, putain, c'est dommage quand même de passer sa vie à être passif en fait finalement du système. Et puis après, effectivement, avoir une indépendance, quoi, de pouvoir se dire, ok, voilà, bon, pas au début parce qu'au début, t'as pas. Moi, j'étais libre, mais en fait, t'es pas libre du tout, hein. C'est la question suivante justement, c'est est-ce que tu arrives à dissocier perso et professionnel? En fait, ça dépend parce que au début, c'était un peu compliqué. Et en fait, tu t'obliges finalement à un moment donné à garder ta cadence en fait. Et si tu arrives à être efficace, tu arrives à te dire, ok, quand je rentre chez moi, c'est bon, j'arrête quoi. Mais enfin, t'as personne derrière toi quoi. Donc, si jamais j'ai un sujet que je traite pas, personne ne le traite à ma place quoi. Donc, du coup, je sais que c'est moi qui perds du temps, donc l'entreprise qui perd du temps, donc du coup les objectifs qui décalent, etc., etc. quoi. Est-ce que tu aurais justement un conseil pour des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat santé, justement pour essayer de dissocier un petit peu les deux et puis être focus quand on est au travail et être détendu quand on est dans sa vie perso? Au début, c'est compliqué quand même, hein. Mais non, je pense qu'il faut être bien organisé et moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus parce que franchement, c'est très compliqué en fait. Ça, c'est très périodique aussi. Et bon, moi, ce que j'aime dire me dire et dire aux équipes chez mon ordo, c'est de dire, ok, ben, il faut prendre du temps en fait pour soi parce que ça sert à rien de te cramer parce que quand tu te crames après, ben, finalement, tu mets bien plus longtemps à récupérer que si tu te dis, ok, vas-y là, c'est bon, cette semaine, je me la fais cool. Je rentre plus tôt, je prends pas mon ordi, je dors, je profite de ma famille. Et après, quand tu te remets dedans, ben, t'es plus efficace, quoi. T'es plus reposé, voilà, t'es prêt à y aller, quoi. Donc, faut pas courir, en fait, après le temps, mais des fois, faut se donner vraiment des moments où tu te dis, ok, pause, quoi. Pause, là, je rentre, paquet. Autre question, j'ai fait une petite section au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation entrepreneuriale. Est-ce que tu penses avoir été assez sensibilisé à l'entrepreneuriat pendant tes études? Et vu que tu as une expérience à l'étranger, est-ce que tu vois une distinction entre la sensibilisation à l'entrepreneuriat en France et en Roumanie en l'occurrence? Moi, moi, j'ai découvert ça, en fait, quand je me suis lancé, quoi, globalement. J'ai pas eu dans mes études, en fait, particulièrement de cours sur quoi que ce soit, en fait, un petit peu en école de commerce où on t'explique un petit peu des trois trucs, voilà, le commerce, le market, les finances, etc., etc. Mais sinon, ça a été vraiment absent, quoi, et ça, quoi. Et est-ce que tu connais d'autres pharmaciens entrepreneurs? Pas beaucoup. En fait, c'est une formation, je trouve, qui est en fait très scientifique et qui finalement en fait donne très peu de clés sur des alternatives en fait finalement à deux choses, c'est travailler en industrie ou travailler en officine quoi. Et je trouve que il y a plein de domaines en fait dans lesquels voilà, les pharmaciens peuvent bosser, ils ont quand même une connaissance de plein de choses et du coup voilà, ça mériterait d'avoir un petit peu
une autre vision, peut-être des cours de management, des cours sur la technologie, des cours sur d'autres choses, quoi, un peu d'ouverture d'esprit. En fait, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que même moi, pendant mes études, concrètement, c'était t'apprends par cœur une liste de plantes, on te demande tous les effets indésirables de telle molécule, etc., etc. Et t'es formaté déjà de base. On te donne quelque chose et toi tu l'avales et ensuite tu le restitues. Et on n'a pas cette culture-là d'aller regarder un peu ailleurs, de s'intéresser à d'autres sujets, d'être formé sur des nouvelles technologies, d'être formé sur du management, d'être formé sur toutes ces choses-là, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage en fait parce que ça peut ouvrir des portes. Et justement, est-ce que toi, à titre personnel, tu serais prêt à intervenir en fac de pharma ou dans des cursus santé, justement, pour présenter ton parcours et présenter un petit peu ce que peut apporter l'entrepreneuriat? Moi, je pense que oui, moi, je suis totalement prêt à faire ça. Il y a plein de sujets à traiter, il y a des tonnes de choses à faire dans la santé et dans la e-santé. Et je pense que le pharmacien, il a vraiment toute sa place là-dedans, quoi. Et du coup, effectivement, sensibiliser les jeunes à ça en disant, OK, voilà, vous n'avez pas juste deux choix, en fait. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez mettre votre énergie dans autre chose. Vous avez des compétences techniques, vous avez une connaissance technique. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu es pharmacien, c'est génial parce que tu as une connaissance que peu de gens ont, en fait, finalement, parce que tu connais le circuit du médicament, tu connais comment ça marche dans les officines, tu sais les relations avec la sécu, les mutuelles, les répartiteurs. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont super importantes, en fait, parce que si tu n'as pas la base, en fait, tu peux pas aller chercher après un moyen de optimiser ça avec le numérique, un moyen de faire ça, un moyen de... etc., etc. Et ça, c'est une base, quoi. Mais c'est dommage parce que cette base, elle est trop peu souvent utilisée, en fait. Tu viens d'évoquer les acteurs de la e-santé. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres acteurs de la e-santé chez Monordo? Oui, bien sûr. Le milieu de la santé, finalement, c'est un milieu qui est assez petit, entre guillemets. Et du coup, on évolue vachement les uns les autres. En fait, on connaît qui a fait quoi, qui bosse dans quoi. Très bien. Une petite dernière question pour finir. Quel conseil tu donnerais au Sébastien d'il y a 2 ans avant de commencer Monordo? 2 ans et demi. Je lui aurais dit, vas-y, te pose pas de questions. Et surtout, faut pas commencer à faire des plans sur la comète, sur des risques, sur des choses comme ça. Voilà, il faut être conscient que l'entrepreneuriat, c'est un pari sur l'avenir et que finalement, tout au long de l'aventure, tout le monde fait ce pari-là. En fait, tous les gens qui te rejoignent finalement font ce pari-là, tes associés, tes investisseurs, tes banquiers, tes experts comptables, tes avocats, tout le monde en fait. Du coup, t'es pas tout seul, mais il faut y aller, il faut pas hésiter. Et puis, de toute façon, nous, quand je vois où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui, en fait, si j'avais parié sur ça il y a 2 ans, je me serais trompé, quoi. Je me serais trompé parce que tu pars d'un truc et puis finalement, au fil de temps, tu avances, tu mûris, tu prends aussi un petit peu d'expérience, donc tu fais moins d'erreurs ou tu fais pas les mêmes erreurs. Puis voilà, donc des fois tu pars d'un truc et puis tu arrives à un autre truc, mais finalement, il faut pas avoir peur, quoi, parce que bon, ça se fait. Bah top, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses et pour t'être livré au jeu de cette petite interview. On va suivre avec grand plaisir la suite du parcours de Monordo dans les montagnes de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description et n'hésite pas à me contacter via mon site meriadecguignard.com ou via mon LinkedIn personnel Meriadec-Guignard. Tu pourras me dire tout ce que tu penses du podcast et ce que je peux améliorer. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.